Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de l'avenir de l'irrigation sur les grandes cultures en France. Ça fait suite à une présentation que j'avais faite dans les locaux d'eau vive en compagnie d'une trentaine d'agriculteurs sur les méthodes d'aspersion utilisées actuellement, les méthodes qui vont arriver sur la grande culture, avec toutes les solutions de supervision et de gestion qui vont avec. Cette discussion, cet échange a duré une matinée, et tout au long de l'échange, on a eu pas mal de questions de la part des agriculteurs. Donc j'ai décidé de faire une synthèse de cette présentation et des questions. J'ai intégré tout ça dans la suite de la vidéo que vous allez voir. Ça m'a pris un petit peu de temps de montage, donc c'est pour ça que ça sort 2 semaines après l'événement qu'on a fait. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir et qui voulaient assister à cet événement, vous pourrez trouver toutes les informations dans la vidéo. J'espère que vous trouverez ça intéressant, j'espère que vous apprendrez des choses. Ça m'a pris un petit peu de temps de faire ce montage-là, ça m'a pris une petite journée. Je serais pas contre un pouce bleu, un abonnement à la chaîne, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. C'est une manière de récompenser le travail et la valeur qu'il peut vous apporter. Donc je vous en serai très reconnaissant. Bon visionnage. L'avenir de l'irrigation, c'est plus de surface irriguée avec moins d'électricité consommée et dans le meilleur des cas, aucune main d'œuvre en saison. Mais voilà, le but, ça va être quand même de réduire le plus possible la main d'œuvre nécessaire à l'irrigation pendant la saison d'irrigation. L'irrigation agricole. Aujourd'hui, l'irrigation agricole, c'est 6,7% des surfaces agricoles en France qui sont irriguées. Donc c'est pas tant que ça. On parle beaucoup de l'irrigation agricole, mais voilà, on est sur moins de 7% de surface agricole irriguée en France. Cependant, 50% de ces 7%, donc 3,5% des surfaces agricoles de France, sont en maïs irrigué. Voilà, la moitié des surfaces agricoles irriguées en France sont en maïs. En grande culture, on parle d'un ratio de 2 mètres cubeurs par hectare pour estimer le débit nécessaire à arroser une parcelle de grande culture. Donc grande culture, on parle de blé, orge, colza, maïs, pommes de terre, oignons, betteraves sucrières. Voilà, on est à peu près sur l'ensemble des cultures quand on parle de la grande culture. Donc l'importance de l'irrigation pour l'agriculture moderne, évidemment ça optimise la croissance des plantes en fournissant le bon apport d'eau, c'est-à-dire qu'on vient compléter les précipitations naturelles, on vient compléter l'apport d'eau fait par les pluies, qui n'est pas forcément celui souhaité, et surtout pas forcément au bon moment. Donc l'irrigation nous permet de lisser cet apport d'eau, et d'apporter l'eau au moment où la plante en a le plus besoin. Donc c'est pour ça qu'on irrigue. Une irrigation bien gérée, ça peut entraîner des avantages économiques, donc parce que ça va augmenter les rendements forcément, et ça va aussi améliorer la qualité des cultures. Donc ça va améliorer la qualité de ce qu'on va récolter. On évite potentiellement de surexploiter des ressources, puisque une irrigation maîtrisée nous permet d'irriguer avec la bonne dose et au bon moment. Alors les méthodes d'irrigation en grande culture, les 3 plus connus sont l'enrouleur, le pivot la rampe ou la micro-aspersion. La plus répandue est l'enrouleur. Donc l'enrouleur, c'est le plus répandu parce que c'est le plus flexible. C'est la méthode, c'est l'appareil qui demande le moins d'investissement au départ. Et c'est une machine qu'on peut déplacer facilement d'une parcelle à une autre. Donc ça permet de pouvoir, d'une année à l'autre, irriguer des parcelles différentes sans avoir trop de soucis de matériel. C'est-à-dire qu'on peut très bien irriguer une culture de printemps si c'est nécessaire dans une parcelle, et puis 10 km plus loin, ou même plus que ça, irriguer une autre culture en été avec la même machine. Le problème à l'enrouleur, c'est qu'on va avoir un temps d'utilisation, un temps de main d'œuvre qui va être assez élevé, puisqu'il faut compter à peu près 1 heure par passé pour déplacer la machine, la redérouler. Et puis on a aussi une grosse pression de fonctionnement qui est nécessaire. Un enrouleur va être entre 7 et 9 bars à l'entrée de la machine. Donc forcément ça nécessite une pompe un peu plus forte
puisqu'il faut sortir plus de pression pour le même débit. Deuxième solution la plus répandue, le pivot ou la rampe frontale. Donc là on voit sur le schéma, là c'est le parcours d'une rampe, hein, avec une partie rotation, une partie avancement frontal, une autre rotation. Et cette machine-là, eh bien, elle se retourne, elle vient se mettre au milieu et elle peut faire aussi cette parcelle-là. Donc le principe de cette machine-là, le pivot ou la rampe, c'est de supprimer presque intégralement les temps de main-d'œuvre en saison, du moins sur le pivot, sachant que sur la rampe, il y a quand même quelques manœuvres à faire soi-même, par exemple changer la bouche d'eau si on a plusieurs bouches d'eau sur un parcours, ou vérifier l'alignement, ou vérifier le guidage, c'est des choses qui peuvent être nécessaires en saison. L'inconvénient de ces machines-là, c'est qu'en général, on va être toujours sur la même parcelle, donc on va pas forcément irriguer toute la surface sous la machine tous les ans. On va pouvoir faire par exemple séparer en deux, par exemple là le parcours là, on peut très bien séparer, faire une année cette parcelle là et une année cette partie là, et donc du coup ça veut dire que sous la machine on n'irriguera pas toute la surface tous les ans. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de déplacer la machine d'une parcelle à l'autre. Donc ça se fait, il y a des machines qui sont déplaçables, mais on parle de machines qui font entre 150 et 300, 400, 500 mètres de long, voire plus. Et donc on ne pourra pas lui faire 10 km. Ça sera déplaçable d'une parcelle à l'autre, à la limite traverser une parcelle non irriguée ou la parcelle d'un voisin, mais ça va s'arrêter là, et on va le faire qu'une fois par an. A l'inverse, donc on a une qualité d'irrigation qui est un peu supérieure à l'enrouleur, on a moins d'évaporation, on a une meilleure homogénéité, et surtout on a une pression de fonctionnement qui est plus faible qu'à l'enrouleur, puisque un pivot, on va pouvoir rentrer dans le pivot en termes de pression à 2 bars, 3 bars, 4 bars, 5 bars maximum. Et la rampe, on va économiser un petit peu, même si on a des pertes dans le souple d'alimentation de la rampe. On va pouvoir, dans le champ, arriver à 6-7 bars, et ça doit suffire pour alimenter une rampe. Le dernier mode d'irrigation grande culture, qui aujourd'hui est peu répandu, surtout en grande culture, qui est bien connu des maraîchers, même sur des grandes surfaces, c'est la micro-aspersion. La micro-aspersion, l'intérêt c'est qu'on peut automatiser une parcelle entière. On peut la sectoriser pour diviser la parcelle en plusieurs secteurs et avoir le plein débit sur chaque secteur, et on peut automatiser le changement de secteur, on peut automatiser tout le déclenchement du pompage, on supprime tous les temps de manipulation en saison, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps de pause et un temps de dépose de la gaine avant et après la saison d'irrigation, mais en saison, on aura très très peu de manipulation. L'inconvénient, c'est que justement, on a ce temps de pause et de dépose, alors qu'il n'est pas si grand que ça, on en parlera plus tard quand on s'attardera sur la micro-irrigation. Mais voilà, ça nécessite des machines pour faire ça, et ça nécessite de caler du temps, sauf qu'on peut aménager ce temps au printemps et à l'automne. Donc en fait, l'inconvénient, c'est plutôt qu'on change les façons de faire, et qu'on sait très bien que quand on change nos habitudes, pendant un certain temps, c'est moins confortable. La gestion efficace de l'eau. Le besoin est différent selon chaque culture et selon la période de l'année. Donc la première chose, c'est de connaître quel est le besoin réel d'une plante et à quel moment. Selon tout le stade de croissance d'une plante, son besoin en eau n'est pas le même. Donc il faut pouvoir être conscient du besoin exact de la plante à chaque moment de l'année pour pouvoir ajuster la pluviométrie qu'on apporte à la plante au fur et à mesure de son cycle de croissance. L'entretien du matériel permet d'économiser de la ressource, que ce soit l'eau ou l'électricité. Le fonctionnement à la bonne pression, ça permet de consommer moins d'électricité, ça permet aussi d'utiliser moins le matériel. Si je passe 10 bars dans un raccord d'entrée d'enrouleur, il va s'user plus vite que si je lui passe que 7 bars. Et ça marche pour tout. Les tuyaux de surface, c'est la même chose, les joints, les vannes, etc. Donc le fait de pouvoir optimiser l'utilisation de son matériel va forcément prolonger la durée de vie de ce matériel.
Le renouvellement du busage, donc on va en parler un petit peu plus tard, l'entretien des réducteurs, etc. La suppression des arrêts des pressions sur les enrouleurs et des compresseurs de vidange. Ce sont des choses, il y en a de moins en moins, mais voilà, c'est des choses qu'il faut essayer de modifier parce que aujourd'hui, on gaspille de l'eau sur ce genre d'utilisation. Donc un arrêt des pressions, on met de l'eau au pied de l'enrouleur, on crée une fuite pour arrêter la pompe. C'est bien parce que ça ménage le réseau, ça évite d'avoir des arrêts en haute pression, et donc du coup, on ménage la tenue en pression des tuyaux de surface, sauf que du réseau de surface, il y en a quand même de moins en moins. Donc les arrêts par dépression sont plus forcément justifiés. Et donc aujourd'hui, faire un arrêt haute pression, si c'est bien réglé, si on optimise ses pressions de fonctionnement, on peut avoir des arrêts haute pression à 10 bars, 12 bars à la station, au lieu de 14 bars avant. Et du coup, passer 12 bars dans un tuyau de surface, il accepte très bien. Donc faire des arrêts en surpression, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est fiable, sécurisé si on a du matériel entretenu, et qui va nous permettre d'éviter d'avoir de l'eau au pied des enrouleurs et de gâcher de l'eau. Même chose pour les compresseurs de vidange. Les compresseurs de vidange, donc on s'en sert pour vider une partie de l'eau qui reste dans le tuyau de l'enrouleur une fois que la passée est finie. Ça permet d'avoir une machine qui soit plus facile à transporter puisque plus légère, et quand on redéroule le tuyau étant moins chargé d'eau, il est moins lourd, il frotte moins au sol, donc on use moins le tuyau. Le compresseur de vidange sert à ça. Le problème, c'est que on vidange le tuyau, et donc on crache de l'eau, on vide la moitié du contenu de l'enrouleur, voire même plus, au pied de l'enrouleur pour alléger le tuyau, et donc toute cette eau, elle est au bord du champ à ne servir à rien, mis à part à avoir les pieds dans la boue. Donc voilà, donc c'est encore une quantité d'eau qui est perdue, parce qu'elle va pas sur la plante. Et aujourd'hui, on a des tracteurs qui sont de plus en plus costauds, on a des châssis d'enrouleurs qui sont principalement, du moins pour les grandes longueurs, en double essieu ou en bogie. Donc des machines qui sont assez faciles à sortir du champ. C'est quelque chose qui a un coût, qui nécessite d'être entretenu en plus, et écologiquement c'est pas viable. Ensuite, l'optimisation de l'utilisation de la ressource. Donc la bonne méthode d'irrigation, ça se choisit. Effectivement, l'enrouleur, c'est le premier réflexe qu'on a, mais en fonction de la forme et de la géologie de la parcelle, du débit disponible surtout, de la culture à irriguer et du personnel disponible en saison, c'est pas forcément le mieux. Le pivot est la méthode la plus simple, la plus fiable, la plus performante, et la plus facile à mettre en œuvre, parce que le pivot, on va le monter une fois, ça va prendre une semaine, et après il est pendant 30 ans au même endroit, et on a juste à appuyer sur un bouton, donc c'est l'idéal. Sauf que dans des régions comme la Beauce par exemple, ou la région centre, ne pas faire les coins, ne pas arroser les coins sur une parcelle, c'est problématique. Donc le pivot est pas forcément toujours bien vu, et on se dirige soit vers de la rampe, où là pour le coup on peut faire les coins, soit vers de l'enrouleur, puisque l'enrouleur il fait faire tout ce qu'on veut. Tout ça c'est à discuter évidemment avec le conseiller, la personne qui vous équipe en irrigation, donc ça peut être Ovive, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un de compétent si possible, qui va au moins permettre de présenter toutes les options, les avantages, les inconvénients, et de pouvoir vous faire réfléchir à moyen et long terme sur le modèle le plus adéquat d'irrigation sur votre exploitation. Voilà, passer sur l'enrouleur parce que c'est le plus simple et parce que ça va partout, c'est pas forcément le mieux. Effectivement, ça peut être un peu moins onéreux au départ, mais à ce compte-là, autant démarrer avec une installation neuve et puis un enrouleur d'occasion, et puis réajuster derrière, sans s'être endetté sur un enrouleur qui, au bout de 3-4 ans, va nous paraître comme un choix qui n'est pas le bon, parce que c'est pas la bonne longueur, parce que c'est pas le bon diamètre, parce que c'est pas les bonnes options, ou parce qu'en fait, on peut mettre un pivot et puis un enrouleur plus petit pour faire les coins. Donc il y a plein de choses à considérer sur les solutions d'irrigation, d'autant plus quand on est nouvel irrigant ou futur irrigant,
Voilà, il faut surtout pas se dire qu'on va démarrer à l'enrouleur. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, loin de là. Voilà, donc il faut vraiment tout considérer, que ce soit l'enrouleur, le pivot, la rampe, la micro-irrigation. C'est souvent des mixtes des deux. Alors on démarre pas par l'ensemble, on démarre par un petit morceau effectivement. Très souvent par l'enrouleur, c'est vrai. Il faut raisonner sur du moyen et du long terme pour l'irrigation. Voilà, on va passer à l'enrouleur justement, faire un petit zoom sur une partie, un aspect de l'utilisation de l'enrouleur. J'entends souvent ce qui est en rouge là. J'entends souvent, plus on met de pression à l'enrouleur, plus on met d'eau. Oui, mais non. En fait, on met plus d'eau, mais la quantité d'eau qu'on met en plus par rapport à la pression qu'on met en plus, elle est vraiment négligeable. Je vais vous expliquer. En fait, la réalité, c'est qu'une pression plus importante à l'entrée de l'enrouleur, ça n'améliore pas l'irrigation. Ça permet d'arroser une surface qui est déjà faite par les passes d'à côté. Et en fait, ça va juste faire augmenter la facture d'électricité puisqu'on met plus de pression. Et donc on consomme plus de courant. Et du coup, ça va aussi nous faire consommer notre eau plus rapidement. Donc là, l'extrait, l'image que vous voyez, c'est les fiches de pluviométrie des enrouleurs au CNIS. À quelques grammes près, quelques dixièmes de bar près, on a la même chose chez toutes les marques. Pour le même diamètre de tuyau, en épaisseur 10, on va avoir la même chose sur toutes les marques, à quelque chose près, à un demi-bar près, puisque certaines machines ont un peu plus de perte de pression dans leur boîte de vitesse ou autre, ou dans les PE, parce que certains PE sont faits à partir de matières recyclées et l'intérieur n'est pas lisse, et du coup on a un petit peu plus de perte en charge. Donc voilà, donc là on part sur cette base là, sachant que les différences chez les marques, que ce soit en mieux ou en moins bien, vont rester linéaires, donc le raisonnement reste le même. Si on prend le tableau ici, et qu'on prend un enrouleur de 110 par 500, j'ai pris 500 mètres parce que c'est facile de compter la surface faite avec la moitié de millimètre. Donc si on prend un enrouleur de 110-500 avec une buse de 1 pouce, ou de 26, ça dépend des modèles de canon, mais voilà, c'est la même chose, qu'on souhaite mettre 35 mm sur une largeur de 72 mètres. Si on met 9 bars à l'entrée de la machine, ici 9,3 bars, pour mettre 35 mm, je vais enrouler à 20 mètres/h. Ça va me donner une pression au canon de 5,5 bars, et donc avec ce canon-là, donc c'est canon Nelson SR150 classique, je vais arroser sur une largeur de 83 mètres. 83 mètres, c'est 80% de la largeur. C'est la largeur où j'ai une réelle irrigation. La portée du jet, c'est 52 mètres. Donc ça veut dire 104 mètres de large. Donc, une réelle irrigation sur 83 mètres de large, sachant que je fais des passes de 72 mètres, ça veut dire que j'ai 11 mètres, donc on va dire 5 mètres et demi de chaque côté, qui vont être recouverts par les passages d'à côté. Avec cette pression canon et cette largeur de 83 mètres irrigués, j'ai un débit de quasiment 60 mètres cubeurs, 59,52. 9 bars à l'entrée, 83 mètres d'irrigation réelle, 60 mètres cubeurs. Ça me fait une pluviométrie, si je prends ma surface, de 35,8 mm exactement. C'est la pluviométrie théorique. Enfin, on ne parle pas de ce qui va dans le champ, puisque selon le climat, selon le vent, selon la température, voilà, on va avoir de l'évaporation pendant que l'eau est en l'air, on va avoir de l'évaporation une fois que l'eau est au sol, et donc la plante ne consommera jamais 35 mm. Elle en consommera moins. Elle consommera 25, 30, 20, ça va dépendre de tout ça. Si je décide de mettre 8 bars, ici dans l'exemple c'est 7,8 bars, sur mon enrouleur, je veux faire une passe de 35 mm, j'enroule toujours à 20 mètres/h. J'ai 4,5 bars au canon, j'arrose sur 77 mètres de large. Arrosage, irrigation réelle, irrigation correcte. La portée réelle c'est 48 mètres, donc 96, moins 77, j'ai 21 mètres. Donc 77 mètres d'arrosé correctement, je suis à 54 mètres cubeurs. Nous on cherche toujours à arroser sur 72 mètres de large. Donc 54 mètres cubeurs, 7,8 bars à l'entrée, 77 mètres
d'irrigation correcte, ça me fait une pluviométrie de 35,1 mm. 77 mètres de large fois 500 mètres, ça me fait 3,85 hectares irrigués, avec 54 mètres cubes heure à 20 mètres heure, ça me fait 1350 mètres cubes d'eau, et j'ai une pluviométrie de 35,1 mm. Donc avant j'étais à 35,8, j'ai baissé de 1 bar et demi, je suis à 35,1. Et j'ai toujours mes 72 mètres qui sont faits. Je décide de baisser encore ma pression d'entrée d'enrouleur. Donc je me mets à 7 bars. À 7 bars, j'ai 4 bars au canon, donc j'ai perdu 3 bars. J'arrose correctement sur 74 mètres, pour les 72 que je veux. Et j'ai un débit de 50,76 à 51 mètres cubes heure. Je refais les mêmes calculs, je suis à 34,6 mm sur ma parcelle en pluviométrie. Pour 35 mm demandés. Sauf que j'ai utilisé que 1275 mètres cubes d'eau. Donc l'écart il est là. C'est-à-dire que quand on met plus de pression, on met plus d'eau, hein, effectivement, puisque à 7 bars je mets 51 mètres cubes heure, à 9 bars, pour la même buse au canon, je mets 59 mètres cubes heure. Donc je mets 8 mètres cubes heure de plus, effectivement, en mettant plus de pression. Sauf que ma pluviométrie, elle a même pas changé, elle a changé d'1 millimètre. Par contre, ma quantité d'eau utilisée, c'est 200 mètres cubes de plus. Pour 1 millimètre de plus. Pour arroser une surface qui va être arrosée par les passes d'avant et d'après. Donc la question elle est là en fait. C'est quel est l'intérêt de mettre 9 bars sur une machine qui tourne avec 7 bars, voire même moins, parce que si on regarde le tableau, là j'ai une passe, je peux faire 5,5 bars à l'enroulement, et je vais arroser sur 66 mètres de large, et je vais mettre que 44 mètres cubes heure. Donc ça peut se faire aussi. Donc, si je veux 72 mètres, 7 bars suffisent, on peut se mettre entre 7 et 8 pour être sûr de recouvrir correctement, notamment s'il y a un petit peu de vent. Mais on va mettre toujours la bonne pluviométrie, on va mettre toujours autour de 35 mm, sauf que on va consommer potentiellement 200 mètres cubes d'eau en moins sur une passe, et on va consommer moins d'électricité, puisque un bar de moins à l'enrouleur, ça veut dire un bar de moins à la sortie de la station, donc ça veut dire un bar de moins à la sortie de la pompe, et donc ça veut dire qu'on peut avoir une économie de 5-10 kWh, voire plus, ça dépend de la taille de la pompe, on verra ça plus tard. Voilà, et si on est à 10 centimes du kilowattheure, ce qui est plutôt une moyenne basse, moi j'entends des prix entre 6 et 25 centimes du kilowatt, donc si je pars gentiment à 10 centimes du kilowattheure, et que j'en économise 10, parce que j'ai baissé d'un bar à mon enrouleur, ça veut dire que j'économise 1 euro de l'heure. Donc 1 euro de l'heure sur une passe, si je fais 800 heures d'irrigation dans l'année, j'ai économisé 800 euros. J'ai économisé 800 euros et j'ai économisé 200 mètres cubes par passe. Donc et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, moins de pression, moins d'usure du matériel, parce que moins de frottement aussi, il y a le débit, la pression, moins on en met, moins on use le matériel. Donc ça nous permet une meilleure durée de vie du matériel, une meilleure longévité du matériel, et puis surtout, on économise, puisque là, si je reprends 9,3 bars à l'entrée, 5,5 au canon, j'ai perdu 3,8 bars, si je dis pas de bêtises. Si je mets 7,8 pour aller à 4,5, j'ai perdu 3,7. Et si je mets 7 et j'ai 4 au canon, j'ai perdu que 3 bars. Donc voilà, donc si on met moins de pression, on en perd moins aussi, parce qu'on passe moins de débit. Donc, tout est lié. Il faut sortir de ce schéma où on se dit que plus on met de pression, plus on arrose. C'est pas vrai. La réalité, c'est pas ça. On ne met pas plus d'eau. On met à peine plus d'eau sur beaucoup plus de surface. Donc potentiellement, on baisse notre pluviométrie au même endroit. Dernier point à ce sujet, au sujet des enrouleurs. J'entends parfois le discours où il faut mettre un tuyau plus gros, un diamètre de tuyau plus gros pour économiser de la pression et donc payer moins d'électricité. On a le même raisonnement en fait.
Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait de mettre un tuyau plus gros pour plusieurs raisons différentes. Si on veut mettre 50-60 mètres cubeurs dans un enrouleur, un diamètre 110, on le voit ici, ça suffit largement. Si on veut mettre plus, effectivement, la question peut se poser de si je veux mettre 80-100 mètres cubeurs dans un enrouleur pour faire des passes de 100 mètres de large, effectivement, un diamètre 110, ça sera trop juste. Par contre, je pense là clairement que l'enrouleur n'est pas le bon moyen d'irriguer. Si on veut faire des passes de 100 mètres de large, il faut peut-être passer sur un autre moyen d'irrigation que l'enrouleur, parce qu'on va avoir des pertes par évaporation à cause du vent phénoménales. On va avoir un plaquage, un battage du sol qui va être énorme, et l'enrouleur n'aura pas le résultat attendu sur la parcelle. Donc, passer au-dessus du diamètre 110, c'est parce qu'on a vraiment une grande longueur de machine, donc effectivement, quand on dépasse les 700 mètres, passer sur du diamètre 125, c'est pas idiot du tout, parce que on va pour le coup vraiment avoir des pertes en charge dans le tuyau. Avis personnel, le diamètre 120 sur un enrouleur est à proscrire, parce que très peu de fournisseurs ont les manchons de réparation, très peu de fournisseurs ont des PE rapidement disponibles pour remplacer du diamètre 120. C'est pas un diamètre qui est vraiment très standard. Il y a plein de marques qui le proposent, voilà, moi je n'en vends pas. Okmis l'en propose, je vends pas de 120, je passe direct au 125, il y a à peine d'écart de prix, et on retrouve des diamètres standards. Donc au-dessus du diamètre 110, avis personnel, on passe au diamètre 125. Diamètre 125, donc pourquoi pas si on a des grandes longueurs, mais sur une longueur de 550 mètres ou 600 mètres, avoir un 125 pour passer 60 mètres cubeurs, ça n'a aucun intérêt. L'écart de pression qu'on va récupérer, on va le perdre dans l'achat de la machine, on va le perdre dans l'usure du tuyau, parce que en fait, on a un tuyau qui est beaucoup plus lourd et qui va plus frotter au sol, donc on va avoir une usure qui sera plus rapide du tuyau, il sera plus lourd, il sera plus gros, il va plus frotter au sol, et on aura un surcoût quand on va renouveler le tuyau, à moins d'être dans des cas où on change le tuyau en même temps que l'enrouleur, et que quand on change l'enrouleur c'était le tuyau d'origine. C'est quand même très rare d'avoir des PE qui font plus de 20 ans. En général, le remplacement d'un PE, c'est autour de 10-12 ans. Donc, on va avoir un PE qui va coûter beaucoup plus cher en 125 qu'en 110 pour la même longueur. On a une épaisseur du PE qui est plus importante, donc diamètre de passage intérieur plus faible. Donc, on a des pertes quand même. Donc, l'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt, si on veut vraiment économiser, on reste en diamètre 110, on optimise sa pression d'entrée, et là on a quelque chose de correct. Et si effectivement on a des grandes longueurs, on dépasse les 700 mètres, on peut passer sur du diamètre 125. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas être sur du Fasterholt par exemple, donc des machines qu'on tracte complètement dans le champ et qui ramassent leurs tuyaux. Donc là on économise de la pression parce que on n'a pas cet effort à tirer le tuyau, c'est la machine qui bouge, et on n'use pas le PE, donc on le remplacera jamais pour le coup. Par contre, effectivement, on n'est pas sur les mêmes niveaux d'investissement, mais on a une machine qui va faire 40 ans sans problème. Donc voilà, donc la vraie question à se poser, c'est quel est le besoin réel, et ne pas partir sur je vais prendre un tuyau plus gros parce que ça va me faire économiser de la pression. On peut très bien rester sur du diamètre 110, avoir une machine moins onéreuse à l'achat et moins onéreuse à l'entretien, et qui vous fera économiser autant de pression si vous l'utilisez correctement. Maintenant, les pivots et les rampes. Alors, un point très important qui est souvent négligé sur les pivots et les rampes, c'est que on croit toujours que les arroseurs durent aussi longtemps que la machine, ou du moins on se le répète pour se rassurer et pour éviter d'avoir à faire des frais. Sauf qu'en fait, en ne remplaçant pas le matériel, on perd de l'argent. Parce qu'en fait, l'érosion sur les arroseurs, ça agit comme sur les buses des canons. De temps en temps, on remplace la buse du canon parce que le diamètre est plus bon, la buse est usée, et ben c'est la même chose sur les buses des arroseurs. On a aussi le même souci sur les régulateurs de pression avant les arroseurs. Donc si vous êtes sur du système comme ça, avec du jet, que ce soit tête en haut ou tête en bas, avec des régulateurs de pression, on a une usure qui se crée au fur et à mesure des années. Si on a du sprinkler, c'est encore pire. Déjà, la qualité d'aspersion, c'est plus bon du tout, et si vous avez jamais changé les buses, vous pouvez être sûr que votre aspersion, elle est pas bonne. Donc il faut remplacer les buses. Les buses sur un jet, tous les 10 ans, c'est bien.
c'est bien de le faire tous les 10 ans. On parle de buses en plastique la plupart du temps. En tout cas, sur les jets type Wobbler ou Nelson Rotator, c'est de la buse en plastique. Ça coûte rien. Une buse, c'est 1€, 1,50€. Si vous avez un pivot de 300 mètres de long, vous avez 150 jets, donc ça va vous coûter 200€. Il y aura une étude de busage, voilà. Donc on est sur des coûts très faibles, et remplacer ce matériel-là, potentiellement les plateaux aussi, selon votre région, si vous avez des eaux très calcaires, beaucoup de sable, des choses comme ça, ça peut aussi faire un jet qui est plus aussi beau au fur et à mesure du temps. Voilà, on est sur des pièces qui coûtent pas très cher, voire même au bout d'un moment, potentiellement, changer le jet entier. C'est facile à faire, ça se fait en hiver, et on retrouve une irrigation comme au début du pivot. Donc l'intérêt il est là, c'est qu'on reste sur une irrigation uniforme sous la machine, avec les bonnes portées, avec la bonne répartition, et on retrouve le débit consommé d'origine, et donc potentiellement on peut aussi avoir une pompe qui peine moins, parce qu'une pompe qui est faite pour 100 m3, si mon busage se dégrade et qu'au final je pompe 110 m3, parce que je laisse passer plus d'eau, donc forcément je laisse passer plus de débit, et ben si je laisse passer plus de débit, ma pompe elle est pas forcément faite pour, ou alors avec une pression plus faible, et on va se retrouver avec des pompes qui peinent. On a déjà vu des busages avec 20 m3 de plus. 20 m3, si on a une pompe qui est dimensionnée pour 120 et qu'on lui demande 140, on peut être en bout de courbe, on peut faire peiner la pompe, on peut la faire caviter, voilà. Donc il y a plein de choses derrière, il y a plein d'impacts derrière, et donc voilà, et derrière on retrouve une irrigation uniforme, avec le retour du rendement sur toute la parcelle, et on récupère le faible investissement qu'on a mis sur l'entretien du busage, on le récupère très très vite. Même chose pour les régulateurs de pression, le régulateur, s'il laisse passer plus de pression qu'avant, on n'a plus le même jet, même raisonnement pour l'enrouleur, si je mets plus de pression dans mon busage, je fais passer plus d'eau, voilà, donc on retrouve la même chose. Donc les régulateurs, c'est bien aussi de les remplacer, 20 ans, il a déjà bien travaillé le régulateur. Il faut pas hésiter à refaire ça, un jet plus un régulateur complet, on va être, je sais pas, entre 40 et 60€ par piquage, donc faire ça tous les 10-20 ans, c'est pas choquant. Et puis si on a des jets type sprinkler, donc avec le petit canon qui bat là, bon voilà, il faut remplacer. Il faut mettre du régulateur avec du jet tête en haut, c'est le plus simple. Ça permet de pas avoir la tête noyée dans le maïs quand le maïs arrive au niveau des tirants. Et si vous avez que de la culture basse, on met des jets tête en bas sur des cannes, et puis voilà, et on retrouve une belle irrigation et une pression de fonctionnement plus faible. La réalité c'est ça, c'est que la dégradation des buses et des régulateurs détériorera la qualité d'irrigation et augmentera la consommation d'eau ainsi que la pression nécessaire. Entretien des pivots, entretien des rampes, les réducteurs, un par roue, vidanger tous les 3 ans, tous les 5 ans selon l'utilisation du pivot. C'est des réducteurs UMC, c'est les mêmes sur toutes les machines, peu importe les marques. C'est des réducteurs qui durent 30 ans sans problème s'ils sont entretenus, voire même plus que ça. À l'intérieur c'est de l'huile, on met de la 80-90, c'est la même huile que les boîtes de vitesse d'enrouleur par exemple. Voilà, faire un appoint tous les ans, tous les 2 ans, parce qu'il y a un peu d'évaporation, puis tous les 5 ans les vidanger, c'est la bonne façon de faire. Ça permet de prolonger la durée de vie des réducteurs. Pensez aussi à l'entretien de la partie électrique du pivot, ce qui tombe en panne l'été sur un pivot, c'est soit un réducteur, soit un pneu crevé, soit là, un problème électrique. Donc, les switches d'alignement, les switches de sécurité, l'armoire au centre, les contacteurs. Voilà, tout ça, si ça a 20 ans, c'est bien de refaire une passe dessus, potentiellement changer l'armoire, vous serez tranquille, et la première journée de panne que vous aurez évitée vous paiera la moitié du matériel. Technologie d'irrigation avancée. Donc on a vu les moyens d'aspersion les plus répandus, entre enrouleur et pivot et rampe. On va parler de la micro-irrigation plus tard. Maintenant on va parler un petit peu de pompage et de tout ce qui va avec, gestion à distance, etc., les outils de la décision. Donc la variation de fréquence aujourd'hui c'est quelque chose qui commence à être très répandu sur le pompage en irrigation. On va expliquer en détail plus tard, juste après ce que c'est. En gros la variation de fréquence ça permet à une pompe d'irrigation de s'adapter aux besoins
aux besoins de débit, aux besoins de pression, en consommant moins d'électricité. Le variateur de fréquence, c'est du matériel industriel, ça fait longtemps que ça existe dans l'industrie, ça fait 20 ans, même plus que ça, qu'on en met dans l'industrie. Dans l'industrie, il faut savoir qu'un variateur de fréquence n'est jamais monté seul, il est toujours accompagné par un automatisme pour le piloter. S'il y a un automatisme pour piloter le variateur, il y a une raison à ça. C'est pour ça que Ovive propose toujours de l'automatisme avec son variateur, l'automatisme que nous on conçoit, et qui permet de réellement piloter le variateur en gérant toutes les sécurités qui vont autour, que ce soit sécurité électrique et sécurité hydraulique, pression, sous-débit, sur-débit, etc. Voilà, si on propose ça, c'est parce qu'il y a un réel besoin. Un variateur, peu importe comment on le vende, qu'on dise qu'il est fait pour l'irrigation ou pas, un variateur démarre un moteur. Si c'est un ventilateur ou si c'est une pompe, c'est pas le même démarrage, c'est vrai, mais un variateur reste un variateur. Si demain on vend un contacteur, il n'est pas fait pour l'irrigation. Un contacteur, il est là pour faire contact si on lui dit de faire contact. Le variateur, c'est la même chose. Il fait tourner le moteur à une certaine fréquence parce qu'on lui dit de le faire. Donc aujourd'hui, un variateur de fréquence doit être accompagné d'un automate pour pas faire n'importe quoi et pour prendre en compte toutes les sécurités qui sont à prendre en compte. La gestion à distance permet d'agir sur son matériel sans être à côté, notamment le pompage. Ça nous permet de pouvoir rester dans le champ à côté du matériel d'aspersion, que ce soit micro-irrigation, pivot-rampe ou enrouleur, et en surveillant la pression d'entrée par exemple à la machine, on peut démarrer la pompe à distance et ajuster à distance la pression de fonctionnement de la pompe pour optimiser la pression de fonctionnement de son aspersion. Ça permet également de faire communiquer plusieurs matériels entre eux, plusieurs équipements entre eux, et donc ça permet de gagner du temps, gagner en autonomie. Si demain on arrive, on le fait déjà, si on peut permettre à une station de pompage de modifier d'elle-même sa pression de consigne selon s'il reste un enrouleur ou un pivot sur le réseau, et ben ça évite de perdre de l'argent avec une station qui tourne à 10 bars alors qu'on a besoin de 4 bars au pivot, mais elle tourne à 10 bars parce qu'avant on avait besoin de 8 bars dans le champ pour l'enrouleur. Voilà, donc si aujourd'hui un pivot ou une rampe sait donner directement à la station la pression de consigne dont elle a besoin, et ben on économise de l'électricité, on économise du temps parce qu'on n'a pas à le faire nous-mêmes, on n'a pas à aller vérifier que le enrouleur est bien arrivé, etc. Aujourd'hui, c'est des choses que nous on s'est proposées, qui vous permettent de faire des économies tout en faisant autre chose à côté que de vérifier que tout fonctionne bien correctement. Les outils d'aide à la décision, c'est le dernier complément, donc c'est pareil, je vais le développer un petit peu plus loin dans la présentation. Ça commence à démarrer, c'est-à-dire qu'on parle de sonde, on parle de gestion par vue satellite, mais c'est des solutions qui doivent être proposées avec un accompagnement et qui vont permettre à l'agriculteur de savoir quand il va pouvoir démarrer son irrigation, quand il va pouvoir l'arrêter, et connaître également le bénéfice de l'irrigation qu'il vient de faire. Est-ce qu'il a mis assez d'eau? Est-ce qu'il en a pas mis assez? Quand est-ce qu'il faut qu'il en remette, etc. L'aide à la décision, le but sur l'irrigation, ça va être de faire ça. Donc on va parler de tous ces sujets-là. Donc la variation de fréquence. Là, je vous ai montré, donc on voit en petit là un coffret d'automatisme avec un variateur. Là, c'est un gros variateur, c'est pour ça qu'il est posé au sol. Les variateurs pour des puissances plus faibles ne sont pas posés au sol, ils sont fixés au mur. On voit une courbe de pompe. Donc ici, j'ai H, c'est ma hauteur, donc c'est ma pression en mètres. La deuxième courbe, c'est ma puissance en kilowatts. Et ici, en bas, c'est mon débit en mètres cubeurs. Donc 160, 180 mètres cubeurs. Voilà. La courbe bleue, c'est la courbe native de ma pompe, qui correspond à la courbe de puissance bleue ici. Donc sur une pompe normale, j'ai seulement les deux courbes bleues, j'ai pas les courbes rouges. Quand je demande 120 mètres cubeurs à ma pompe va sortir 13 bars et demi. Et si moi en station je veux sortir que 12 bars, je vais vanner en sortie de pompe pour avoir 12 bars en sortie de pompe. C'est pour ça que quand on a des problèmes de pression, on demande toujours à l'agriculteur quelle est la pression qu'il a avant la vanne, pour
pour savoir si la pression qu'il a avant la vanne, dans ce cas-là, elle est bien à 13,5. Si ma pression avant vanne, elle est bien à 13,5, c'est que ma pompe tourne correctement et que le souci n'est pas à la pompe, il est après la vanne. Sur cette même pompe, si je lui demande 60 m3, parce que j'ai un enrouleur qui s'est arrêté, mécaniquement, c'est purement des effets physiques, ma pompe va me proposer 15 bars. Donc avant ma vanne, en sortie de pompe, je vais avoir 60 m3 à 15 bars. Je vais vanner derrière, un peu plus, pour que ma pression de 15 bars avant vanne sorte à 12 bars après ma vanne. En parallèle de ça, ma puissance consommée sur ma pompe, donc je prends la courbe bleue en bas, à 120 m3, peu importe la pression que j'ai après la vanne, à 120 m3, j'aurai 60 kW, à 60 m3, j'aurai 45 kW. Et ça, c'est peu importe comment on vanne. Si, pour ces débits-là, la puissance de ma pompe, ce sera ça. Puisque de toute façon, ma pompe sortira toujours 15 bars et 13 bars et demi. Si je rajoute un variateur sur cette installation, et que, du coup, je voulais pas avoir 13 bars et demi à ma sortie de pompe, moi, j'ai besoin de 11 bars et demi. Donc au lieu de vanner, je mets un variateur. Donc je vais être ici, sur ce point-là, hop, 11,5. Toujours à 120 m3. J'ai un pivot, j'ai 2 enrouleurs, j'ai 11,5 en sortie de station, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je vais créer donc avec le variateur, je vais tourner ici, donc je vais modifier la fréquence de fonctionnement de mon moteur, les fameux 50 Hz du réseau EDF, je vais les modifier dans mon variateur, et je vais ressortir avec 46 Hz, ici il y a 46,4 Hz, pour trouver mon fameux point de 120 m3 à 11 bars et demi. Donc je vais créer une autre courbe, je vais vraiment modifier la courbe de ma pompe. Et donc en faisant ça, je modifie aussi la courbe de puissance de ma pompe. Et donc ma courbe rouge ici va correspondre à la nouvelle courbe rouge ici, 46,4 Hz. Et donc je m'aperçois que au lieu de consommer les 60 kW dont on parlait avant, eh ben je vais consommer que 50 kW. Donc au lieu de vanner, je modifie la vitesse de rotation de ma pompe. Quand on change la fréquence de fonctionnement d'un moteur, on le fait tourner plus ou moins vite. Donc si je baisse ma fréquence, je fais tourner mon moteur moins vite. Donc je vais baisser ma fréquence de rotation pour avoir la bonne pression, et donc je vais économiser 10 kW. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, 10 kW de moins, pour avoir 2 bars de moins, 10 kW de moins, si je suis à 10 centimes de l'heure, c'est 1 euro de l'heure. Et si derrière je m'aperçois que avec cette pression-là, j'ai encore trop de pression à l'enrouleur, ben je continue de baisser. J'ai pas 2 enrouleurs, j'ai un pivot, busé à 120 m3. Mon pivot, il est pas loin de la station. Il est à 500 mètres. Et dans mon pivot, jusqu'à 500 mètres, j'ai pas un gros PVC, j'ai mis du 140, du 160, je perds un bar. Je veux rentrer à 5 bars dans mon pivot, parce que il est très long, parce que j'ai pas de surpresseur au canon, voilà. Il me faut 5 bars pour avoir un jet au canon qui est correct. Donc je perds un bar dans mon réseau, je veux 5 bars à l'entrée de ma machine, donc il faut que je sorte de ma station à 6 bars. Je suis toujours sur la même pompe. Et donc cette pompe, je le veux 120 m3, mais je veux plus 11 bars et demi à la sortie de la station, moi je veux 6 bars. Donc je vais modifier ma fréquence, je continue de baisser pour avoir 6 bars. 6 bars, là je suis au minimum, 35,5 Hz, en général une pompe on descend pas en dessous de 35, parfois c'est même 37. Surtout sur une pompe immergée. Voilà, donc je vais être ici, j'arrive à atteindre mon point. Et à ce point-là, du coup, je vais créer une autre courbe de puissance, qui va être celle tout en bas. Et donc toujours pour 120 m3, je vais être autour de 27 kW au lieu de 60. J'ai divisé ma puissance consommée par 2. Donc j'ai économisé 33 kW, donc si je suis à 10 centimes de l'heure, c'est 3,30 € de l'heure que j'économise sur du pivot. Si c'est un pivot qui fait 8 travées et qui fait le tour en 5 jours, 24 x 5, 120 heures, pendant 120 heures, j'économise 3,30 €. Et puis j'ai un autre point de fonctionnement, puisque j'ai un pivot, j'ai 2 enrouleurs, mais des fois il n'y a qu'un seul enrouleur qui tourne. Et puis l'enrouleur, il est pas si loin que ça de la station. Il est à 1 km, et je perds 2 bars dans mon réseau. C'est un enrouleur, voilà, je veux lui mettre 8 bars, parce que
Je vais recouvrir un petit peu, il y a un peu de vent, donc je veux pas faire pile poil 72 mètres, je lui mets 8 bars. Je perds 2 bars, donc il me faut 10 bars à la station. 10 bars, 60 mètres cubes heure. Voilà, pareil, je crée une autre courbe. Là, je suis à 41 Hz. 41 Hz, j'arrive ici, donc je vais être à 28 kW. Alors que si j'avais été sur mon point classique, bah déjà je serais sorti de ma pompe à 15 bars, donc j'aurais vanné à mort pour avoir que 10 bars en sortie de pompe. Et puis clairement, si j'ai 12 bars, c'est pas grave, il y en aura 10 dans l'enrouleur, donc c'est pas grave. Sauf que là, avec le variateur, je fais à peu près ce que je veux. Donc, je vais me permettre d'optimiser réellement mes pressions. Et du coup, je sors à 10 bars, parce que je sais que 8 à l'enrouleur, ça suffit. Et 8 à l'enrouleur, et ben, au lieu de consommer mes 45 kW, je vais en consommer 28. Donc c'est pareil, j'économise encore 17 kW. Donc j'économise encore 1,70€ de l'heure. Voilà. Et puis, bah après, en fait, non, bah aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc bon, je vais lui mettre 7 bars et demi, donc je vais économiser encore un demi-bar, donc je vais économiser encore quelques kilowatts. Voilà le réel intérêt du variateur. Le réel intérêt du variateur, c'est de pouvoir moduler sa fréquence de fonctionnement en ayant défini la pression réelle nécessaire par l'aspersion. Et c'est pour ça que j'ai commencé la présentation par les pressions de fonctionnement du matériel, parce que une fois qu'on a intégré ça, et ben derrière on se pose plus la question du variateur. On met la pression nécessaire réellement à la machine, le variateur derrière il s'adapte. Parce que le variateur on le gère à distance évidemment, par SMS ou n'importe, et on lui dit bah voilà, moi je veux tant à la station parce que je veux tant ici. Ça se modifie, on vérifie, tout est bon, et après on va faire autre chose. Comment on va faire pour faire ça, puisque surveiller la pression de l'enrouleur c'est une chose, optimiser la pression du pivot, renouveler son usage c'est une chose, mais il va falloir qu'on trouve des outils qui vont nous permettre de faire ça, enfin d'affiner vraiment, d'améliorer le fonctionnement de l'irrigation sans que ça prenne plus de temps, puisqu'on a une troisième contrainte, c'est que la main-d'œuvre est de plus en plus compliquée à trouver. D'avoir des gens compétents, c'est de plus en plus compliqué. Donc il faut qu'on ait des choses qui soient de plus en plus intelligentes, de plus en plus autonomes, et de moins en moins chronophages, pour nous permettre de nous concentrer sur d'autres choses, pour nous permettre de prendre le temps de former les gens, etc. Donc d'avoir une régulation de pompage autonome, ça peut faire gagner du temps, parce qu'on s'occupe plus du pompage. Donc nous, c'est pour ça qu'on propose ce que vous voyez là, hein, ça c'est l'interface de notre pompage. Donc variateur ou pas variateur, mais là en l'occurrence c'est la variation. Ça permet de gérer l'aspersion, de rester dans le champ et de pas s'occuper du pompage. Toutes les infos sont sur le téléphone, on gère tout depuis le téléphone. Les capteurs, les vues satellites, donc là c'est la deuxième image, ça permet une surveillance du sol en temps réel, à quelques heures près. En général on est entre 24 et 72 heures, on voit les effets de l'irrigation sur le sol. Ça c'est pour les vues satellites, et évidemment quand on a des sondes dans le champ, on voit à 1 ou 2 heures près, on voit directement les effets. Donc ça nous permet d'ajuster réellement le besoin en eau, ça nous permet d'ajuster la pluviométrie en fonction des parcelles, en fonction des secteurs dans les parcelles. Là on le voit par exemple sur une parcelle, là on voit les pointillés en blanc, on voit qu'il y a une zone qui est bien plus humide que le reste. Donc est-ce qu'il faut mettre autant d'eau sur cette zone humide que sur le reste de la parcelle? Ben non. Voilà, donc le fait d'avoir cet accès-là, si on a des passes sur la largeur, là, et ben on va avoir des passes sur le bas de la parcelle qui vont être bien plus courtes, voire inexistantes, par rapport au reste de la parcelle. Et puis le dosage intelligent, donc bah, ça va avec tout ce qu'on vient de dire, c'est d'avoir des systèmes intelligents, équipés de capteurs, et qui communiquent entre eux, et qui nous permettent d'ajuster la pluviométrie. Ou de passer plus vite à un endroit, ou de baisser la pression, etc. Ces systèmes-là vont être très intéressants sur de la micro-irrigation. Parce qu'on est sur un parc d'irrigation en France qui est existant, qui a une quarantaine d'années, qui a pu être renouvelé entre-temps, mais l'irrigation en France, on a démarré dans les années 70, 76, donc ça va bientôt faire 50 ans même. Ça s'est accéléré au fur et à mesure, et sur les 10 dernières années, on a eu une réelle augmentation du parc d'irrigation en France.
L'intérêt de la micro-irrigation, c'est qu'on va pouvoir venir se greffer sur les systèmes existants qui proposent des hautes pressions, on va pouvoir s'en servir, intégrer nos systèmes de micro-irrigation, et on va consommer moins d'eau. Donc, ça veut dire que si on consomme moins d'eau, pour une même surface, ça veut dire que potentiellement on peut faire plus de surface avec l'eau qui est actuellement disponible. Donc voilà, donc on est sur 30% d'eau en moins par rapport à l'enrouleur, donc ça veut dire que si un enrouleur fait 30 hectares, bah peut-être qu'avec de la micro-irrigation, on va pouvoir faire 35-40 hectares. Et on a des meilleurs rendements puisque bah, on a une eau qui n'est pas perdue, tout simplement. Si j'ai 20% de perte en eau sur mon enrouleur parce que j'ai l'évaporation, parce que j'ai du vent, parce que ma plante ne boit pas tout avant que tout soit évaporé ou qu'une partie de l'eau traverse le sol et que les racines n'ont pas le temps de récupérer tout ce qui passe, et ben aujourd'hui, avec la micro-irrigation, on va pas travailler du tout de la même façon, c'est-à-dire que on va avoir déjà, on va enterrer faiblement la gaine, elle va être enterrée à quelques centimètres, donc pas d'évaporation, et puis on va jamais mettre 30 mm d'un coup, c'est-à-dire que sur du maïs, comme on voit là sur la photo du milieu, on va mettre 5 mm par jour. Donc les 5 mm, la plante a le temps de les prendre, et le lendemain, on en remet 5, etc., etc. Et on fait toute notre parcelle comme ça dans la journée, ou en 2 jours, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et du coup, ça permet que toute l'eau qu'on utilise soit bénéfique à la plante. On a une machine de pose, qui est ici, où on peut faire plusieurs rangs d'un coup, donc je vais mettre les vidéos après. Je mettrai en lien les vidéos pour la pose de la gaine. J'ai déjà mis en ligne la vidéo pour enlever la gaine. Donc ça, c'est des vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. On va faire une très très belle vidéo au printemps pour la pose de la gaine. Donc vous pourrez regarder ça en détail, et bien évidemment, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous explique tout ça plus en détail. Donc la micro-irrigation, en quoi ça consiste? La micro-irrigation, on va avoir une nourrice, donc ce qu'on voit ici là en bleu, c'est un tuyau souple, on appelle ça un flat, parce que c'est du souple aplatissable, comme pour le tuyau d'alimentation de l'enrouleur ou comme le tuyau d'alimentation d'une rampe, sur lequel on a des piquages qui sont faits avec un espacement prédéfini selon le type de culture. Donc là par exemple, la photo qu'on voit c'est du maïs, donc on a un piquage, un rang sur 2, donc en maïs de 75, on va faire un piquage tous les 1,50 m, et sur ce piquage on va faire partir une gaine jetable. Donc cette gaine, c'est elle qui apporte l'eau sur la parcelle. Elle va être perforée à des espacements très faibles. Donc ça va être entre 10 cm et 1 mètre. En général, on est sur des faibles espacements, on va être autour de 20 cm, avec des faibles débits. Et en gros, sur 500 mètres, on va avoir un débit de 1-2 mètres cubes maximum. Et donc, en faisant ça, on a une très belle uniformité de l'eau qui est faite, vous voyez, on le voit là. Hein. Et donc ça permet à toutes les plantes du rang de pouvoir absorber de l'eau. Et on va répéter cette opération sur toute la largeur de la parcelle en faisant des secteurs pour que tout le débit soit apporté à chaque secteur indépendamment, automatiquement, les uns après les autres, avec des vannes programmables. Et on gère tout ça sur une appli, sur l'ordinateur. Et donc on va avoir le secteur 1 qui par exemple va irriguer 4 hectares de maïs de 8h à midi, et on va mettre 5 mm. De midi à 16h ça va être le secteur 2, on va lui mettre aussi 5 mm. De 16h à 20h un autre, et voilà. Et on continue comme ça. Et donc tous les jours on apporte le même débit au même secteur, ou moins ou plus si jamais on a des secteurs où la terre est plus humide, etc. Donc on va pouvoir se servir des systèmes météorologiques satellitaires pour ça, je vais vous le montrer juste après. En gros on va voir ce genre de choses-là. Et donc, en fonction de ça, on va s'autoriser à modifier les pluviométries de chaque secteur, à faire passer des secteurs plus souvent que d'autres, pour vraiment avoir une amélioration des rendements, et surtout une baisse des consommations d'eau, puisque si j'ai un secteur où, on le voit ici, c'est un petit, je peux pas trop zoomer, mais on voit bien qu'il y a une différence. Alors là, c'est parce que il y a une parcelle qui a été irriguée et pas l'autre, hein. C'est rien à voir avec la qualité du sol, mais on le voit par exemple sur celui-ci, là, ou sur ceci.
Voilà, on a des choses qui sont un petit peu différentes, mais on voit bien que c'est pas homogène. Et donc si on fait des secteurs aussi en fonction du type de sol, ce qu'on s'amuse pas à faire en paramétrant l'enroulement d'un enrouleur ou en paramétrant l'avancement d'une rampe ou d'un pivot, et ben aujourd'hui avec de la micro-irrigation on peut se permettre de faire ça. Et du coup un sol qui est très humide et qui est resté humide, peut-être qu'au lieu de lui mettre 5 mm par jour, on va lui en mettre que tous les 2 jours. Ou un sol qui est très très sec, peut-être qu'on va lui mettre 10 mm par jour et les autres 5. Voilà. Donc l'intérêt il va être là. Mais sauf que ça va se faire automatiquement. Et de plus, on travaille à très basse pression. Donc sur ces gaines-là, on va rentrer à 1 bar. On peut faire des longueurs de 550 mètres maximum. Et donc 1 bar, ça nous emmène l'irrigation jusqu'au bout. Et donc sur la parcelle, on n'a pas besoin de plus de 3 bars. On a une filtration qui est nécessaire. Donc on va sortir par exemple sur un réseau existant, on va sortir d'un hydrant qui servait à l'alimentation d'un enrouleur. On va mettre une filtration, on va mettre une régulation parce que potentiellement la station de pompage ne sait pas descendre à 3 bars. Donc on va mettre une régulation pour passer de 5 à 3 bars dans le champ. Et puis la régulation, la filtration, la fertirrigation en parallèle. Et donc ça nous permet de gérer ça automatiquement avec derrière une sectorisation. Donc on a plusieurs nourrices qui vont chacune sur un secteur. Chaque nourrice est pilotée par une vanne et on va ouvrir les vannes une par une en cascade. On en ouvre une, on la referme, on ouvre la suivante, etc. pour nous permettre d'arroser tous nos secteurs. À la fin de notre irrigation, on voit les effets de l'irrigation sur la parcelle, on voit si c'est homogène ou pas, et ça va nous permettre d'optimiser réellement notre irrigation. Donc l'intérêt, il est là. Voilà pour la présentation. Donc, pour les personnes qui étaient présentes pendant le petit déjeuner technique, on a eu beaucoup de questions, j'ai essayé d'y répondre au fur et à mesure dans la vidéo. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, j'y répondrai, et ça permettra à tout le monde de voir les questions et de voir les réponses. Donc, ne vous gênez pas, posez toutes les questions que vous voulez, je serai très heureux d'y répondre.